6 juin 1944, à l'aube, dans les haies bocagères de la Normandie, près de Saint-Lô. Le ciel est un voile gris et lourd, chargé de la promesse d'une pluie qui n'arrive pas encore. Vous entendez d'abord le ronronnement distant des moteurs Liberty des Sherman alliés, étouffé par le brouillard matinal qui s'accroche aux branches tordues des pommiers. Puis, un craquement sec sous vos bottes, la boue gorgée d'eau de la nuit précédente, piégée entre les talus herbeux. L'air sent la terre humide, la poudre brûlée, et cette odeur âcre de peur qui imprègne tout. Vous êtes le caporal Henri Duval, un simple fantassin de la 2e division d'infanterie blindée française, rattaché à la 3e armée américaine sous le commandement du général Leclerc. Votre peloton, une vingtaine d'hommes épuisés, s'est égaré lors de l'assaut initial du jour J. Les cartes sont inutiles dans ce labyrinthe de haies épaisses, hautes comme des murs, qui transforment chaque champ en piège mortel. Henri avance prudemment, son fusil Maes 36 serré contre la poitrine, le canon encore tiède d'un tir raté plus tôt. À ses côtés, le sergent Pierre Laurent, un Alsacien trapu aux yeux froids, murmure des ordres à voix basse. « Restez groupés, les gars, les Boches sont partout. » Derrière eux, le radio, un gamin de 20 ans nommé Jacques, traîne son appareil SCR 536, son dos courbé sous le poids. Les explosions lointaines des obus navals de la Royal Navy secouent le sol par intermittence, comme un cœur géant battant au rythme de l'invasion. Mais ici, dans ce coin oublié, c'est le silence qui tue. Un silence ponctué seulement par le chant sporadique d'un coq affolé ou le grincement d'un char allemand Panther tapi quelque part, invisible. Soudain, un sifflement aigu fend l'air. Henri se jette au sol, le visage dans la boue. Une grenade à main Mills explose à 10 mètres, projetant des mottes de terre et des éclats qui sifflent comme des guêpes enragées. « Contact, à couvert !» hurle Pierre. Le peloton se disperse dans les haies, cherchant refuge derrière les murets de pierre effrités. Henri roule sur le côté, son cœur cognant comme un marteau-piqueur. Il aperçoit les silhouettes ennemies. Des soldats de la 352e division d'infanterie allemande, au casque Stahlhelm luisant de rosée, fusil carabineur 98K à l'épaule. Ils sont une trentaine, peut-être plus, surgissant d'un chemin creux comme des fantômes verts. 3 pelotons, estime Henri d'un regard paniqué, au moins une centaine d'hommes avec leur MG42 prêts à cracher la mort à raison de 1200 coups par minute. Le combat éclate en un chaos assourdissant. Les tirs alliés claquent. Les fusils, garants des Américains en renfort, crachent leurs balles. 30-06 avec ce ping caractéristique de l'éjection vide. Henri vise, tire, recharge. Une balle ricoche sur la haie près de son oreille, un sifflement brûlant qui lui frôle la tempe. « Pierre, à droite, il flanque !» crie-t-il. Le sergent acquiesce, mais une rafale de mitrailleuse le fauche net, son corps s'effondrant comme une marionnette sectionnée. Jacques, le radio, hurle en essayant de contacter le QG. « Ici, Delta 7, nous sommes encerclés. Position. Oh merde !» Une balle le touche à l'épaule et l'appareil s'écrase dans la boue, son antenne tordue. Henri est seul maintenant, ou presque. Les autres membres du peloton gisent, morts ou blessés, leurs cris se mêlant au vrombissement des balles. Les Allemands avancent, méthodiques, leurs bottes claquant sur le sol détrempé. Leur officier, un lieutenant aux épaulettes impeccables, aboie des ordres en allemand guttural. « Vorwärts, nehmen Sie sie gefangen !» Prendre des prisonniers, voilà leur plan. Henri recule, rampant dans une tranchée improvisée creusée par les pluies. Son souffle est court, la sueur coule dans ses yeux, mélangeant sel et terre. Il sait que la résistance est futile. Un seul homme contre 3 pelotons. C'est de la folie. Mais la peur se mue en une rage froide. Il pense à sa ferme près de Caen, à sa sœur qui attend son retour, à ces Boches qui ont pillé tout sur leur passage. Dans un moment de lucidité, alors que les premiers Allemands franchissent la haie à 20 mètres, Henri repère un vieux moulin abandonné, à peine visible à travers le brouillard. Ses murs de pierre fissurés, son toit effondré, un abri précaire, mais peut-être une chance. Il sprinte, courbé en deux, les balles labourant le sol derrière lui comme une charrue infernale.
Un éclat lui entaille la jambe, mais il ignore la douleur, trébuchant vers l'entrée béante. À l'intérieur, l'odeur de moisi et de foin pourri l'assaille. Il s'adosse au mur, haletant, et fouille ses poches. Son fusil est vide, plus de chargeur. Seulement son couteau de tranchée, un baïonnette Lebel émoussé, et une idée folle qui germe dans son esprit épuisé. Dehors, les Allemands resserrent l'étau. Leurs chiens aboient, flairant la piste. Henri entend leur voix se rapprocher, le cliquetis des culasses qu'on arme. 10 secondes, c'est tout ce qu'il lui reste. 10 secondes pour transformer la défaite en quelque chose d'impossible. Il attrape une branche morte, la brise nette, et commence à gratter le sol poussiéreux. Les pas se font plus forts. Son cœur bat la chamade. Que faire? Fuir? Se rendre? Non. Il y a ce truc, cette astuce apprise d'un vieux poilu de 14-18, un tour de passe-passe avec le temps et l'ombre. Mais est-ce que ça marchera contre des vétérans de la Wehrmacht? Les premiers soldats allemands apparaissent à l'entrée du moulin, leurs ombres s'allongeant comme des griffes. Henri retient son souffle. C'est maintenant ou jamais. Si vous aimez ces récits immersifs de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer. Les ombres des soldats allemands s'étirent comme des lames affûtées sur le sol poussiéreux du moulin, filtrées par les rayons pâles du soleil qui percent enfin le brouillard normand. Vous sentez l'air se charger d'une tension électrique, ce mélange de sueur rance et de métal huilé qui précède toujours la violence. Henri Duval est plaqué contre le mur de pierre froide, son dos collé aux briques irrégulières qui suintent encore l'humidité de la nuit. Son couteau Lebel tremble légèrement dans sa main droite, tandis que la branche brisée serre sa paume gauche, rugueuse comme un os. Dehors, les voix gutturales se multiplient. « Yerdrin, Sustine, cherchez-le ici !» Les bottes claquent sur les graviers, et un chien-loup gémit, son museau flairant l'entrée béante. Henri ferme les yeux une fraction de seconde, rejouant dans sa tête le récit du vieux poilu. Ce grand-père d'un ami à lui, survivant des tranchées de Verdun en 1916. Le truc des 10 secondes, gamin, lui avait-il dit un soir autour d'un feu de camp, les yeux brillants de malice. C'est pas de la magie, c'est du temps volé. Utilise l'ombre, le son et leur peur. 10 secondes pour les faire douter, pour les retourner les uns contre les autres. Henri n'y avait jamais cru vraiment jusqu'à maintenant. Son pouls bat à ses tempes comme un tambour de guerre, synchronisé avec le tic-tac invisible de ces 10 secondes fatales. Les premiers Allemands franchissent le seuil. 2 sous-officiers de la 352e division, leurs uniformes feldgros tachés de boue, les casques Stahlhelm inclinés en avant. L'un d'eux, un caporal aux épaules larges, nommé Fritz selon le badge sur sa poitrine, balaie l'intérieur avec sa MP40, le canon crachotant un rayon de lumière. Henri retient son souffle, comptant mentalement. 1, 2. Il glisse la branche sous une pile de planches pourries qui jonchent le sol, près d'une ouverture dans le mur latéral. La structure du moulin est un chaos. Des meules brisées, des sacs de farine moisis effondrés en monticules blancs, et cette lumière oblique qui projette des ombres dansantes à mesure que le soleil monte. 3, 4. Henri frappe le sol avec le pommeau de son couteau, un coup sec qui résonne comme un déclic métallique, le son d'une grenade dégoupillée, ou pire, d'un piège S-mine allemand en train de se déclencher. L'écho rebondit dans l'espace confiné, amplifié par les murs. Les 2 soldats se figent. « Was war das ?» murmure Fritz, son doigt crispé sur la détente. Henri profite de l'instant. Il pousse la branche d'un coup de pied discret, faisant basculer une planche qui heurte une pierre. Un craquement sourd, suivi d'un glissement, comme si le sol s'effondrait sous un poids invisible. 5, 6. L'ombre du moulin, longue et tordue à cette heure, s'allonge vers l'entrée. Henri a positionné la branche juste là pour qu'elle projette une silhouette fugitive, une forme humaine courbée, fuyant par l'ouverture latérale. C'est rudimentaire, presque enfantin, mais dans la pénombre, avec la poussière soulevée par le mouvement, ça marche. Le second soldat, un jeune grenadier aux yeux écarquillés, pointe son carabineur 98K. Da!
Erluftweg. Il s'enfuit. Il pivote, tirant une rafale instinctive vers l'ombre. Les balles. 7. K92 siffle, fracassant la pierre et projetant des éclats qui pleuvent comme une averse mortelle. 7. 8. Dehors, le chaos se propage comme un feu de paille. Les autres Allemands, une quarantaine au total pour ces 3 pelotons. Le premier, commandé par le lieutenant Klaus Weber, un vétéran de l'Est aux cicatrices sur le visage. Le deuxième par un sergent-major taciturne. Le troisième en réserve avec leur mortier léger, entendent les tirs. « Feu, Herrandcom !» Des cris paniqués fusent, et une demi-douzaine d'hommes se ruent vers le côté du moulin, contournant les murs, en formation dispersée. Henri, tapi dans l'angle mort, sent son cœur se gonfler d'un espoir fou. Le truc fonctionne. Au lieu d'avancer méthodiquement, ils se divisent, leurs ombres se chevauchant dans la confusion. 9. 10. Les secondes s'écoulent, et Henri agit. Il rampe vers l'arrière, où une échelle rouillée mène à ce qui reste du grenier. Ses mains agrippent les barreaux, la douleur à la jambe, irradiant comme un fer rouge. L'éclat de grenade a ouvert une plaie profonde, du sang chaud coulant dans sa botte. En haut, l'air est plus sec, chargé d'une odeur de pigeons et de bois pourri. Il s'accroupit derrière une poutre effondrée, observant par une fissure. En bas, c'est le pandémonium, le peloton de Weber, croyant à une fuite, charge vers l'ouverture latérale, mais le deuxième peloton, alerté par les tirs, ouvre le feu par erreur sur les ombres mouvantes. « Halt, Eigentruppen !» hurle Weber, mais trop tard. Une rafale de MG42, cette scie et bois infernale à 1200 coups par minute, fauche 2 de ses propres hommes, leur corps s'effondrant dans un jaillissement de terre. Henri étouffe un rire nerveux, le souffle court. Vous imaginez la scène, le lieutenant Weber, furieux, aboyant des ordres pour stopper le tir ami, tandis que le sergent-major du deuxième peloton accuse les autres de sabotage. Les chiens hurlent, les radios portables fugées craquelent avec des transmissions confuses. Find contact, Aber, Eigen-Verlust. Les 3 pelotons, censés encercler un seul homme, se disputent maintenant, leurs officiers se criant dessus au milieu des haies. Henri a gagné du temps. Ces 10 secondes ont semé le doute, transformé une chasse en bataille fratricide naissante. Mais il n'est pas tiré d'affaire. De sa position, il voit le 3e peloton déployer un Nebelwerfer, ce lance-roquettes multiple surnommé orgue de Staline par les Russes, ses tubes pointés vers le moulin. Si les obus de 15 cm tombent, tout s'effondre. Henri fouille le grenier, des outils rouillés, une fausse émoussée, et miracle, un bidon d'essence à moitié plein, vestige d'un fermier évacué. Son esprit tourne à 100 à l'heure, il verse un filet sur les planches sèches près de l'échelle, et gratte une allumette de sûreté, une de ces dernières. La flamme lézarde le bois, crépitant doucement. En bas, la confusion empire. Weber ordonne une retraite tactique pour regrouper, mais le sergent du 2e peloton, un Prussien borné, refuse. Wir haben ihn. Vorwärts. Une escarmouche éclate entre eux, des poings volent, des casques roulent dans la boue. Henri descend l'échelle en sens inverse, évitant les flammes naissantes qui commencent à lécher les murs. Il sort par une brèche arrière, rampant dans les hautes herbes, le soleil maintenant haut chauffant sa nuque. La fumée s'élève du moulin, attirant les regards allemands vers le brasier. Ils croient à une diversion, à un piège allumé par leur proie. Henri court, ou plutôt boite, vers un bosquet de pommiers à 100 mètres. Derrière lui, les premiers obus du Nebelwerfer sifflent, mais visent mal, explosant dans le vide. Les pelotons, désorganisés, se replient en jurant, leur perte, 5 hommes déjà, plus les blessés, les forçant à appeler du renfort. Personne ne comprend. Comment un seul Français a-t-il pu semer une telle pagaille? Weber marmonne dans sa barbe. Ein Teufel. Personne ne croira ça. Henri s'effondre sous un arbre, haletant, le monde tournant autour de lui. La jambe hurle, le sang imprègne le sol. Il sait que les Allemands ne lâcheront pas. Ils reviendront, plus prudents, plus enragés. Mais pour l'instant, il a survécu. Et ce truc des 10 secondes, ça a marché. Pourtant, au fond de lui, une ombre de doute persiste.
Combien de temps avant qu'il ne le rattrape? Au loin, le grondement d'un char Sherman approche. Allié, ou un piège de plus dans ce bocage maudit. Henri Duval s'effondre sous les branches noueuses d'un pommier centenaire, son corps secoué par des spasmes de douleur qui remontent de sa jambe blessée comme une vague de feu liquide. Vous sentez la terre froide et spongieuse sous vos paumes, imprégnée de l'odeur sucrée des pommes pourries qui jonchent le sol, mêlée à celle métallique du sang qui suinte de sa plaie. Le soleil de midi filtre à travers les feuilles, et projetant des taches de lumière dansante sur son visage blême, où la sueur trace des sillons dans la crasse. Son souffle est rauque, haché, comme si chaque inspiration tirait sur une corde usée. À ses côtés, le couteau Lebel repose dans l'herbe, sa lame tachée de rouille et de terre. Il serre les dents, arrachant un morceau de sa chemise kaki pour bander sommairement la blessure, une entaille irrégulière de 10 centimètres, où l'éclat de grenade a labouré la chair jusqu'à l'os. « Merde, pas maintenant !» murmure-t-il pour lui-même, la voix éraillée par la soif et la peur. Au loin, le grondement s'intensifie, un ronronnement profond, guttural, un qui fait vibrer le sol comme un tremblement de terre naissant. Un char, pas n'importe lequel, ce bruit sourd, presque mélodieux malgré sa puissance, appartient à un M4 Sherman, ces tanks américains aux chenilles larges qui broient les haies normandes comme du papier. Henri se redresse légèrement, le cœur gonflé d'un espoir fragile. Allié, ou un leurre, une ruse des Boches avec un de leurs Panzer IV camouflés. Il tend l'oreille, discernant maintenant le cliquetis des chenilles sur les pierres, accompagné de voix en anglais. Ou est-ce du français approximatif? Avancez lentement, caporal, les patrouilles allemandes pullulent ici. Oui, des voix familières, celles de la 2e division blindée, peut-être un détachement de la 2e DB sous Leclerc lui-même. Le char émerge du bocage comme un géant d'acier, sa tourelle pivotant avec un grincement hydraulique, le canon de 75 mm pointé vers l'avant. C'est un Sherman Firefly, reconnaissable à son long tube britannique, flanqué d'une escouade d'infanterie, une dizaine d'hommes en tenue olive drabe, fusil M1 Garand en bandoulière, casque M1 incliné. À leur tête, un lieutenant américain, un grand gaillard du Midwest nommé Harlan Brooks, scrute les environs à travers ses jumelles Zeiss capturées. « Hé, y a quelqu'un là-bas » lance-t-il en français hésitant, sa voix portant par-dessus le ronflement du moteur. Henri sort du bosquet, les mains levées, boite en bas. « Français, 2e DB, Duval, caporal !» Sa voix craque, mais les soldats s'approchent prudemment, leurs armes baissées mais prêtes. Brooks descend du char, son Thompson, 45 à la hanche, et examine Henri d'un œil expert. « Bon sang, vous avez l'air d'avoir vu le diable. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Henri s'appuie contre l'arbre, luttant contre le vertige. Il raconte, les mots se bousculant. Le peloton égaré, l'embuscade de la 352e division, Pierre et Jacques tombés, le moulin et ce truc des 10 secondes. L'ombre, le bruit, la confusion qui a fait tirer les Allemands sur les leurs. Brooks hausse un sourcil, échangeant un regard avec son sergent, un Texan bourru nommé Riley. 3 pelotons contre un seul gars, et vous les avez fait se retourner les uns contre les autres avec une branche et des ombres. Les hommes rient nerveusement, mais Henri insiste, les yeux fiévreux. « Je vous jure, lieutenant, Weber, leur officier, il hurlait comme un damné. Ils ont perdu 5 hommes au moins, et le Nebelwerfer a raté sa cible à cause du feu que j'ai allumé. » Riley secoue la tête, aidant Henri à monter sur le Sherman, où un infirmier de fortune, un caporal médic avec une trousse de morphine et des bandages, commence à nettoyer la plaie. « Écoutez, caporal, on a tous nos histoires, mais ça, personne ne va gober ça. Un Français seul contre 100 Boches, c'est du roman de gare. » Henri grimace sous l'aiguille de la seringue, la morphine diffusant une chaleur bienvenue dans ses veines. « Vérifiez au moulin. La fumée, les corps. Vous verrez. » Le convoi repart, le Sherman en tête, écrasant les haies pour tracer une voie dans le labyrinthe normand. Henri est installé à l'arrière, sur un tas de caisses de munitions, observant le paysage défiler.
champs labourés par les obus, carcasses de vaches gonflées, et çà et là des signes de la bataille, un casque allemand abandonné, une croix blanche sur un monticule de terre fraîche. Brooks, au micro de la radio SCR 528, contacte le QG. Ici, Baker 3. On a récupéré un rescapé de Delta 7, position confirmée près de Saint-Lô. Demande évacuation médicale et renfort. La réponse crachote. Reçu. Les Boches se regroupent au sud. Attention aux contre-attaques. Mais Henri sent que quelque chose cloche. Au loin, un sifflement familier, pas celui d'un obus naval, mais plus proche, plus insidieux. Un éclat de voix dans le convoi. « Contact! À 10 heures !» Les mitrailleurs se postent, les M1919 Browning crachant l'heure. 30-06. C'est le 3e peloton allemand, les survivants. Revenus à la charge, avec une section de Half-Tracks Z2KFZ. 251. Ces chenilles blindées aux flancs ouverts, bourrées de grenadiers armés de Panzerfaust. Weber est là aux commandes, son visage rouge de rage, hurlant « Den Franzosen, tötet ihn !» Les roquettes anti-chars sifflent, l'une touchant le flanc du Sherman dans une explosion assourdissante de métal tordu et de flammes. Le chaos reprend. Henri roule au sol, la morphine atténuant la douleur mais pas la terreur. Brooks ordonne « Feu à volonté, couvrez le caporal !» Les gars en claque, fauchant 2 Allemands qui sautent des half-tracks. Henri rampe vers un talus, attrapant un fusil abandonné, un M1 vide, mais avec une grenade MK2 accrochée à la sangle. Il la dégoupille, la lance vers le véhicule le plus proche. L'explosion déchire l'air, projetant des éclats qui criblent les Boches, en tuant 3 sur le coup. Weber jure, ordonnant la retraite, mais pas avant d'avoir vu Henri. Leurs regards se croisent une seconde, chargés de haine et d'incrédulité. « Du Teufel !» crache l'Allemand avant de disparaître dans les haies. Le convoi, amoché mais intact, reprend sa route vers un point de ravitaillement allié, un ferme réquisitionné près de 40 ans. Henri est pensé correctement maintenant, allongé sur une paillasse. Un bol de ration K, haricots et viande en conserve, devant lui. Brooks s'assoit à ses côtés, allumant une Lucky Strike. « Bon, Duval, on a vérifié par radio. Le moulin brûle toujours et nos éclaireurs rapportent des corps allemands mélangés. Pas clair, mais impressionnant. » Pourtant, dans ses yeux, Henri lit le doute. Les autres soldats murmurent « un seul homme contre 3 pelotons ». Il délire la morphine. Henri ferme les yeux, épuisé. Il sait la vérité, mais qui croira à un truc de 10 secondes face à la machine de guerre? La nuit tombe, lourde et orageuse, avec des éclairs qui illuminent les ruines. Un messager arrive. Des ordres du général Leclerc. Henri doit être interrogé au QG, pas comme héros, mais comme témoin. Et dehors, dans l'ombre, un bruit de moteur distant. Les Allemands ne lâchent pas prise. Weber prépare sa revanche, jurant de traquer ce fantôme français jusqu'au bout. Henri serre son bandage. La guerre n'est pas finie, le truc a gagné du temps, mais le piège se referme à nouveau. La nuit s'étire comme une plaie ouverte sur la ferme réquisitionnée près de Carentan. Ses murs de pierre noircis par les flammes passées et l'odeur persistante de la paille brûlée. Vous entendez le crépitement distant de la pluie qui commence enfin à tomber, des gouttes lourdes claquant sur le toit de tôle ondulé, tandis que le tonnerre gronde au loin, masquant les bruits suspects du bocage. Henri Duval est assis sur une caisse de munitions, sa jambe bandée raide comme un poteau, la morphine laissant un voile cotonneux sur ses pensées. Autour de lui, l'infirmerie improvisée bourdonne d'activité. Des brancards alignés avec des blessés qui gémissent, des infirmiers de la 2e DB aux blouses tachées de sang administrant des sulfamides et des piqûres. L'air est chargé d'iode, de tabac froid et de cette fatigue âcre qui colle à la peau comme une seconde uniformité. Un officier entre, bottes claquant sur le sol de terre battue, le capitaine Étienne Moreau, un Parisien sec aux lunettes cerclées de fer, adjoint au renseignement de la division Leclerc. Il porte un dossier sous le bras, son Luger P08, trophée d'un raid en Afrique, à la ceinture. Duval, caporal. Le général veut un rapport complet. Levez-vous. Henri se hisse, grimaçant, et suit Moreau vers une pièce adjacente,
Une grange reconvertie en QG de fortune. Des cartes d'état-major jonchent une table pliante, éclairée par une lampe à pétrole qui projette des ombres tremblotantes sur les murs. Le lieutenant Brooks est là aussi, adossé au chambranle, une tasse de café tiède en main, tandis qu'un sergent radio ajuste un appareil SCR 300, ses antennes déployées comme des antennes d'insectes. Moreau s'assoit, allumant une gauloise d'une main ferme. Racontez, Duval, de A à Z, pas de détails inutiles, mais rien à omettre. Henri s'installe sur un tabouret bancal, la douleur pulsant en rythme avec son pouls. Il recommence. L'embuscade au petit matin, la 356e division surgissant des haies comme des loups, Pierre fauché par la MG42, Jacques et son radio fracassé. Puis le moulin, les 10 secondes, l'ombre manipulée avec la branche, le coup sur le sol imitant une grenade, la diversion qui a fait pivoter les Allemands. Weber, leur lieutenant, un dur à cuire de l'Est, il a perdu le contrôle. Ses pelotons se sont tirés dessus, 5 morts au moins, plus les blessés. J'ai allumé le feu avec l'essence, et ça les a acharnés sur le moulin vide. Brooks ricane doucement, exhalant une bouffée de fumée. Et le half-track tout à l'heure, vous lancez une grenade comme un pro, et Weber vous fixe comme si vous étiez le diable en personne. Moreau note furieusement, son stylo grattant le papier. 3 pelotons, environ 120 hommes, avec mortier et Nebelwerfer, neutralisés par un seul fantassin. Sans armes lourdes. Henri hoche la tête, les yeux dans le vague. C'était pas de la force brute, capitaine. C'était le truc du vieux poilu. 10 secondes pour semer le doute. Les Boches sont disciplinés, mais sous pression, ils paniquent comme n'importe qui. L'ombre a fait croire à une fuite, le bruit à un piège, et boum, ils se bouffent entre eux. Le capitaine pose son crayon, fixant Henri avec un mélange de scepticisme et d'intérêt clinique. Ce truc, dites-moi plus. Verdun, 1916, des rumeurs de tours de magie dans les tranchées. Henri hausse les épaules, revivant le souvenir. Le grand-père de son ami, un barbu édenté nommé Alphonse, chuchotant autour du feu en 1940, avant la débâcle. Pas de magie, mon capitaine, juste du timing. Utilisez ce qu'ils craignent. Le bruit d'une S-mine qui saute, une silhouette fuyante dans l'ombre matinale. Ça marche parce que leur tête est déjà pleine de peur. Les Russes, les Anglais, l'invasion. 10 secondes, et vous transformez une meute en chien qui se mord de la queue. Moreau échange un regard avec Brooks. Intéressant. Si c'est vrai, ça pourrait servir pour l'entraînement. Mais personne ne va avaler ça sans preuve. Vos supérieurs à Delta 7 sont portés disparus. On vous croyait mort. Dehors, la pluie redouble, transformant le sol en un bourbier glissant. Henri sent une sueur froide couler dans son dos. Pas seulement la fièvre de la plaie, mais cette impression d'être observé. Le sergent radio interrompt. « Capitaine, transmission interceptée. Fréquence allemande, Fugé 5. Il parle d'un fantôme français près de Saint-Lô. Weber demande des renforts. Un bataillon de la 17e SS Panzergrenadier, avec des Stu G3 pour appui. » Moreau pâlit légèrement. « Merde, ils nous collent au train. Duval, vous restez ici sous garde. On vous évacue à l'aube vers le QG de la 3e armée US, près de Bayeux. » La nuit s'alourdit, ponctuée par les ululements des sentinelles et le vrombissement sporadique d'un Piper L4 de reconnaissance survolant le bocage. Henri est assigné à une paillasse dans la grange, un M1 Garand chargé à portée de main, mais sa jambe l'empêche de bouger vite. Vous imaginez son insomnie, les ombres des poutres dansant à la lueur d'une bougie, le goutte-à-goutte incessant. Et ce bruit, un craquement distant, comme des branches qui cèdent sous un poids. Vers 2 heures, l'alerte retentit. « Contact, Boches en approche !» Des fusées éclairantes s'élèvent, illuminant le paysage d'un blanc spectral, révélant des silhouettes rampantes dans les haies. Une section d'assaut de la 352e, une vingtaine d'hommes menés par un sergent vengeur, flanqués de 2 MG42 montés sur trépied. Le chaos éclate. Les sentinelles alliés, un mélange de Français et d'Américains, ouvrent le feu, les garants claquant en semi-automatique, leurs balles, 30-06 traçant des lignes lumineuses dans la nuit.
Henri se redresse, attrapant le fusil, mais une rafale balaie la porte de la grange, projetant des éclats de bois. « À couvert !» hurle Brooks, son Thompson crachotant depuis une fenêtre. Moreau ordonne par radio « Ici QG 40 ans, attaque limitée, demandez appui aérien !» Mais les Allemands sont rusés, ils lancent des grenades à fumée, des bâtonnets blancs qui enveloppent la ferme d'un voile opaque, étouffant les cris et les tirs. Henri rampe vers l'extérieur, la boue aspirant ses bottes, le cœur battant. Il repère le sergent allemand, un colosse nommé Müller, successeur de Weber blessé, dirigeant l'assaut avec un sifflet. Pas le temps pour 10 secondes complètes. Il improvise. Derrière la grange, un tas de bidons vides et une bâche déchirée. Il cogne un bidon avec la crosse du fusil, un clang métallique, comme un Panzerfaust armé. Puis il tire la bâche d'un coup sec, créant une ombre fugitive sous la lueur d'une fusée. « Feindlings !» crie un Allemand pivotant. La confusion s'installe. Une MG-42 arrose l'ombre vide, touchant 2 de leurs propres hommes qui avançaient trop près. Müller jure en allemand « Verdammte Franzose !» ordonnant un cessez-le-feu, mais le mal est fait, 3 morts de plus, et la fumée les désoriente. Henri profite du tumulte pour boiter vers un talus, tirant au jugé sur un grenadier qui surgit. La balle l'atteint à l'épaule, l'homme s'effondrant avec un gargouillis. Les assaillants se replient, leur Half-Track SDKFZ. 251 vrombissant dans la nuit, abandonnant des blessés sur le terrain boueux. Brooks accourt, aidant Henri à se relever. « Encore vous, ce truc ?» Ça recommence. Moreau arrive, essoufflé, vérifiant les pertes. 2 alliés touchés, mais l'attaque repoussée. Pourtant, au lever du jour, un messager à moto apporte de mauvaises nouvelles. Weber, soigné et furieux, a convaincu son commandement. Un convoi blindé approche, des Jagdpanzer IV, ces chasseurs de chars au canon de 70 mm, escortant une compagnie entière. Henri monte dans un Jeep Willys, direction Bayeux, mais le doute le ronge. Les officiers murmurent « Il exagère, un seul soldat, personne ne croira ces histoires de 10 secondes. » Et dehors, les moteurs allemands grondent plus fort. Le piège se resserre. Henri sait que Weber ne s'arrêtera pas avant de la voir, et cette fois, l'ombre seule ne suffira pas. La Jeep Willys brinque-balle sur le chemin défoncé menant à Bayeux, ses pneus creusant des sillons dans la boue rougeâtre qui clapote sous les essieux. Vous sentez les secousses remonter dans vos os. Chaque chaos ravivant la plaie à la jambe d'Henri Duval, comme un coup de fouet invisible. L'air matinal est saturé d'une brume épaisse, chargé de l'odeur âcre des explosions lointaines et de la terre remuée, tandis que le moteur tousse son essence américaine, un ronflement rauque qui masque à peine le grondement croissant derrière vous. Henri est assis à l'arrière, coincé entre 2 fusils M1 Garand et un bidon d'eau, sa main serrée sur le bandage qui suinte encore. À l'avant, le conducteur, un caporal breton nommé Louis, jette des regards nerveux dans le rétroviseur, son casque M1 incliné sur l'oreille. Capitaine Moreau a dit qu'on serait à Bayeux en 2 heures, mais avec ses chemins. Et les Boches qui rôdent. Le lieutenant Brooks est au volant, ses jointures blanchies sur le volant, une cigarette Lucky Strike consumée entre les lèvres. Garde les yeux ouverts, Louis. Duval, vous tenez le coup. Henri hoche la tête, mais intérieurement, c'est un tourbillon. La nuit à la ferme, cette ombre improvisée qui a encore semé la pagaille chez les Allemands, les murmures des officiers qui le traitent de fabulateur. Ouais, lieutenant, mais Weber, il est tenace, comme un chien qui a mordu une fois. Brooks crache par la fenêtre ouverte, où la pluie fine dessine des traînées sur le pare-brise craquelé. CSS de la 17e Panzergrenadier, ils ne lâchent pas. On a intercepté leur transmission. Ils vous appellent le diable des haies, drôle de réputation pour un caporal égaré. Le convoi, 3 jeeps et un half-track M3 escorté par un Sherman Easy 8 en queue de peloton, avance à 20 km à l'heure, les chenilles du tank broyant les ornières avec un grincement métallique. Les haies normandes défilent comme des murs vivants,
leurs branches griffant les flancs des véhicules, et çà et là des signes de la bataille. Un canon PAC 40, abandonné, rouillé, ses obus de 75 mm éparpillés comme des œufs brisés, des corps enveloppés dans des toiles de tente alignées au bord du chemin. Henri scrute l'horizon, son instinct aiguisé par ses jours de survie. Soudain, un sifflement, pas la pluie, mais un éclat d'obus qui frôle la Jeep, explosant à 30 mètres dans un champ, projetant une gerbe de terre et de ferraille. « Embuscade! À droite !» hurle Brooks, freinant sec. Le monde bascule en chaos. Des silhouettes émergent des haies. Une compagnie allemande renforcée, une soixantaine d'hommes de la 17e SS, leurs uniformes feldgros camouflés de feuilles, armés de STG 44. Ces fusils d'assaut novateurs à la cadence mortelle de 500 coups par minute. À leur tête, le lieutenant Klaus Weber, bandage autour du bras gauche, son visage taillé à la serpe tordu par la rage, dirige depuis un Jagdpanzer 4,70, ce chasseur de chars bas et trapu, son canon PAC 42 de 75 mm pointé comme un doigt accusateur. « Für den Franzosen erledigen » aboie-t-il, sa voix portant par-dessus le vacarme. Les premiers tirs claquent, des rafales de MP40 crachent des balles 9 mm qui criblent la Jeep de Louis, le pare-brise se constellant d'impact comme une toile d'araignée. Henri roule au sol, la boue éclaboussant son visage, attrapant un garant abandonné. Son cœur cogne, la morphine résiduelle ne masquant plus la douleur qui irradie de sa jambe. Brooks riposte depuis la portière, son Thompson. 45 pétards à dents, fauchant un SS qui s'approche trop près, son casque roulant dans une flaque. Le Sherman en arrière pivote sa tourelle, le canon de 76 mm tonnant un obus AP qui traverse un talus, explosant un groupe d'Allemands en un nuage de sang et de terre. Mais les Jagdpanzer, 2 au total, flanqués de Halftracks SD KFZ. Le 251 bourré de grenadiers, contre-attaque. Un Panzerfaust jaillit d'une haie, touchant le flanc du tank dans une boule de feu orange, les chenilles se bloquant dans un hurlement d'acier torturé. Louis est touché, une balle en pleine poitrine, son corps s'affaissant sur le volant avec un gargouillis humide. La Jeep dérape, heurtant un muret de pierre. Henri sprinte vers un fossé, boitant, les balles labourant le sol autour de lui comme une grêle infernale. « Couvrez-moi » crie Brooks, courant à ses côtés, mais une rafale le plaque au sol, son épaule explosant en une brume rouge. Henri se jette dans le fossé, l'eau croupie remontant jusqu'à sa taille, froide comme du plomb. De là, il voit Weber. L'Allemand descend de son véhicule. Un Luger PZO-8 à la main, hurlant des ordres pour resserrer les taux. Les 3 pelotons initiaux n'étaient qu'un avant-goût. Maintenant, c'est une force complète, avec mortiers 81 mm qui commencent à pleuvoir leurs obus HE, secouant la terre en fontaine mortelle. 10 secondes. L'idée surgit comme un éclair dans l'esprit d'Henri, malgré la panique. Pas le temps pour un moulin ou une branche sophistiquée. Ici, c'est brut. Désespéré, il repère un vieux puits asséché à 10 mètres, ses parois de briques effritées projetant une ombre longue sous le soleil voilé. À côté, un sac de grenades Mills abandonné par un allié et une radio portative SCR 536 brisée, son fil d'antenne pendant comme un serpent. Henri rampe, ignorant la boue qui aspire sa plaie ouverte et compte 1, 2. Il tire sur le fil de la radio, le faisant claquer contre une pierre. Un bruit sec comme le déclic d'une grenade dégoupillée, amplifié par l'écho du fossé. 3, 4. Puis, il lance une grenade Mills vide, sans goupille, vers l'ombre du puits. Elle roule, heurte le bord, créant une silhouette mouvante, comme un homme rampant pour s'échapper. 5, 6. Les SS les plus proches, un peloton de grenadiers sous un sergent aux yeux fous, pivotent. Da, Air Fleet. Un tir part, puis une rafale, les STG 44 crachent, arrosant l'ombre du puits, les balles ricochant sur les briques et fauchant 2 de leurs propres hommes qui suivaient de trop près. Weber hurle « Halt, Eigenfeuer !» Mais le doute s'infiltre. Le 2e peloton, alerté, ouvre le feu par erreur sur le premier, croyant à une infiltration alliée.
Une MG-42 bipode tonitruante balait la ligne, touchant 3 SS dans un jaillissement de cris et de sang. 7, 8. Henri profite du chaos pour recharger le garant, tirant 2 balles précises. Un Allemand s'effondre, son STG tombant dans la boue. 9, 10. Les secondes s'écoulent, et la confusion grandit comme une tempête. Weber, furieux, ordonne un cessez-le-feu, mais ses officiers se disputent, accusations fusant en allemand haché. Les Jagdpanzer hésitent, leurs canons pivotant sans cible claire, tandis qu'un Half-Track explose sous un tir chanceux du Sherman blessé, ses munitions internes détonnant en une chaîne d'étincelles. Henri sort du fossé, boitant vers la Jeep de Brooks. Le lieutenant est vivant, grognant, son épaule pansée d'un chiffon. Encore ce truc. Vous êtes un sorcier, Duval. Ensemble, ils remontent dans le véhicule cabossé, le moteur tout sautant mais repartant. Le convoi allié, réduit mais résilient, contre-attaque. Le Sherman, malgré sa tourelle fumante, crache un obus qui perce un Jagdpanzer, le transformant en boule de feu hurlante. Weber, voyant la marée tourner, ordonne la retraite, ses hommes se repliant dans les haies, laissant derrière eux une dizaine de corps et des armes éparpillées. « Rückzug, aber wir bekommen ihn », jure-t-il, son regard croisé une nouvelle fois avec celui d'Henri, à travers la poussière, une promesse de vengeance gravée dans la haine. Le convoi reprend la route, plus lent, plus vigilant vers Bayeux, où l'attend un hôpital de campagne et un interrogatoire plus poussé. Henri s'adosse au siège déchiré, la jambe en feu, le souffle court. Les officiers alliés, informés par radio, murmurent déjà « Un seul homme qui retourne encore une compagnie, personne ne croira ça, il invente pour briller. » Mais au loin, le grondement des moteurs allemands persiste, plus nombreux, plus déterminés. Weber rassemble ses forces pour un assaut final, et Henri sait que les 10 secondes ne suffiront plus longtemps. La chasse est loin d'être finie. Le fantôme français doit trouver une nouvelle ombre, ou disparaître pour de bon. Les rues défoncées de Bayeux émergent enfin de la brume comme un mirage usé, leurs pavés craquelés luisant sous la pluie incessante qui martèle le toit de la Jeep comme des balles de petit calibre. Vous sentez l'humidité s'infiltrer partout, collant les vêtements à la peau, tandis que l'odeur de cordite et de diesel imprègne l'air, mêlée à celle des ruines calcinées, églises éventrées, façades éventrées par les bombardements alliés de la veille. Henri Duval est affalé à l'arrière, sa jambe pulsant d'une douleur sourde, amplifiée par chaque secousse. Le bandage est trempé, du sang frais perlant à travers le tissu, mais il serre les dents, les yeux rivés sur le paysage. Des civils normands hagards, enveloppés de châles, qui regardent passer le convoi avec un mélange d'espoir et de terreur. Brooks conduit d'une main ferme, son épaule bandée rigide, marmonnant des jurons en anglais pour masquer sa faiblesse. On y est presque, Duval. L'hôpital de campagne est juste après le clocher. Tenez bon. Le convoi franchit les barricades alliées, des sacs de sable empilés, gardés par des MP américains en tenues impeccables, leur M1 carbine à l'épaule. Un sergent salueux criant « Bienvenue à la maison, les gars !» Les Boches sont repoussés au sud, mais restez vigilants. Pourtant, Henri sent un frisson, ce grondement persistant, comme un essaim de frelons qui suit depuis des kilomètres. Les Jagdpanzer de Weber, ou juste l'imagination d'un homme au bout du rouleau. La Jeep s'arrête devant un manoir réquisitionné, transformé en hôpital. Des tentes blanches dressées dans la cour. Des ambulances Dodge bourdonnantes. Et l'odeur omniprésente de l'éther et des antiseptiques qui flottent comme un voile. Des brancardiers accourent, soulevant Henri sur une civière, leurs mains gantées de latex froide contre sa peau brûlante. À l'intérieur, sous les poutres noircies du manoir, un chirurgien-major de la 3e armée US, un Écossais nommé Mackay aux moustaches grises, examine la plaie d'un œil critique. Entaille profonde, éclat à retirer, morphine et suture. Vous avez de la chance, caporal. Pas d'infection majeure. Henri grimace sous l'anesthésique locale, la piqûre irradiant comme un éclair. Autour de lui, les lits sont remplis. Des Français de la 2e DB avec des brûlures de phosphore,
des Américains criblés de shrapnel, leurs gémissements se fondant en un cœur sourd. Moreau arrive, dossier en main, flanqué d'un officier supérieur, le colonel Philippe de Gaulle, frère du général, aux yeux perçants sous son béret. « Duval, votre rapport radio nous a intrigués. 3 pelotons, une compagnie et maintenant une poursuite ?» Racontez au colonel. Henri, la voix pâteuse, répète l'histoire pour la énième fois. Le moulin, les ombres manipulées, les bruits imitant grenades et pièges, les Allemands se tirant dessus dans la confusion. 10 secondes, mon colonel, juste 10 pour semer le doute. Weber les menait, un lieutenant de la 352e passé à la 17e SS. Il me traque comme un possédé. De Gaulle hoche la tête, impassible, mais ses doigts tambourinent sur la table. Impressionnant, si vrai, mais sans témoin direct. Les archives parlent d'embuscades standards. Vos trucs sonnent comme des légendes de poilus. Brooks, assis dans un coin, intervient. « J'ai vu, colonel. Au fossé, l'ombre et le claquement. Ils se sont bouffés entre eux. 5 morts confirmés par nos éclaireurs. Pourtant, le doute plane, épais comme la fumée des cigarettes qui tournoient dans la pièce. Soudain, l'alerte déchire l'air. Sirène hurlante. Air raide, prenez couvert. Mais ce n'est pas l'aviation. Des explosions secouent le sol, des obus de 90 mm, ces canons anti-aériens redoutables montés sur half-tracks qui labourent la cour. Weber a frappé. Un assaut final désespéré avec une demi-compagnie de SS soutenue par 2 Stu-G3 AOSF. G, ces canons d'assaut bas et camouflés, leurs canons de 75 mm crachant la mort à travers les murs. « Ils sont là, Weber veut sa revanche !» crie un MP depuis la fenêtre. Le manoir tremble, des vitres explosent en cascades cristallines et les blessés hurlent, rampant au sol. Henri se redresse, ignorant la douleur, attrapant un Thompson abandonné sur un lit voisin. La morphine pulse dans ses veines, transformant la peur en une clarté froide. De Gaulle ordonne « Défendez les positions, radio au QG, demandez P-47 Thunderbolt en appui ». Mais il n'y a pas de temps. Henri boite vers une fenêtre brisée, observant le chaos. Les SS chargent en formation dispersée, leurs STG-44 pétaradant, fauchant 2 sentinelles alliées. Weber est au centre, sur un half-track, son bandage taché de sang frais, hurlant « Den Teufel holen, ist hier !» Les Stu-G pivotent, leurs obus cheux perforant un mur, projetant des éclats qui criblent la salle. 10 secondes, une dernière fois. Henri repère l'ombre, celle d'un arbre centenaire dans la cour, projetée oblique par le soleil couchant filtrant les nuages. À côté, un tas de débris, caisses de munitions vides, une bâche militaire. Il compte mentalement. 1, 2. Il cogne la crosse du Thompson contre une caisse, un clang retentissant comme un Panzerfaust armé. 3, 4. Puis, il tire la bâche d'un geste sec, la faisant claquer et rouler vers l'ombre de l'arbre, créant l'illusion d'une silhouette fuyante. Un homme rampant vers une brèche dans le mur. 5, 6. Un SS proche pivote. Flucht, schiste. Une rafale part, arrosant l'ombre, les balles ricochant et touchant 2 de ses camarades qui suivaient. Weber hurle, mais le poison agit. Le peloton de gauche, alerté, ouvre le feu sur le centre, croyant à une diversion alliée. Une STG-44 balaye la ligne, fauchant 4 hommes dans un cri collectif. 7, 8. Les Stugés hésitent, leur servant sortant la tête pour viser. Mais un obus allié, tiré d'un canon de 57 mm caché, touche l'un d'eux, l'explosion envoyant une onde de chaleur qui carbonise les environs. 9, 10. La confusion culmine. Weber ordonne un cessez-le-feu, mais ses officiers s'affrontent, poings serrés, tandis que les SS se replient sous le feu nourri des défenseurs. Un Thunderbolt surgit enfin, ses mitrailleuses, 50 calibres, semant la mort depuis le ciel, mitraillant les half-tracks en fuite. Weber, le dernier à partir, croise une ultime fois le regard d'Henri à travers la fenêtre. Pas de haine pure, mais une incrédulité absolue, comme si le Français était un spectre. « Un meuglich !» murmure-t-il avant de disparaître dans la fumée. Le calme revient, ponctué de gémissements et d'ordres pour les brancardiers.
Henri s'effondre sur un lit, le Thompson glissant de ses mains tremblantes. De Gaulle s'approche, posant une main sur son épaule. « Vous l'avez fait, Duval. Encore, les pertes ennemies, 12 confirmées, dont un officier SS. Weber est en déroute. Pourtant, dans les jours suivants, au QG de la 3e armée près de Saint-Lô, l'histoire d'Henri devient légende et doute. Les rapports officiels parlent de embuscade réussie, minimisant le rôle d'un seul homme. Leclerc le décore de la croix de guerre, murmurant « Brave, mais fabuleux ». Les camarades hochent la tête poliment, mais chuchotent « 10 secondes contre une armée, personne ne croira ça sans preuve ». Henri, rétabli, repart au front. Sa ferme près de Caen en ruine, sa sœur disparue. Le truc du vieux poilu l'a sauvé, mais la guerre avale les ombres. Et quelque part, Weber, survivant, jure vengeance dans l'ombre des Ardennes à venir. La traque n'est jamais vraiment finie. Elle hante les haies, attendant la prochaine confusion.